la gagnante. Bonsoir. Excusez-moi, je suis navré. Et la gagnante du Grammy, International Grammy Award, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2022, le bal des folles, enfin voilà, l'étoile montante, Lou Delage que vous attendez tous. Bonsoir. Vous avez peut-être un petit mot à dire. Qu'est-ce qui vous ramène par ici? Vous êtes là pour présenter une œuvre qui vous a pris beaucoup de temps et beaucoup de cœur, et je crois que c'est la raison de votre présence ce soir. J'ai parlé de l'origine. L'origine, absolument, l'origine. Ce qui est à l'origine de ça, l'origine. Absolument, excusez-moi, ma question était très mal formulée, mais voilà, vous avez compris. Oui, ce film a été écrit il y a quelques années, l'idée a germé il y a quelques années, le temps de l'écrire, de le financer, de le réaliser et de le présenter, mais il est véritablement né il y a 20 ans pour moi, à un moment où j'étais étudiant et j'avais séché les cours pour une cause que je croyais juste, c'était terminer une dissertation qui était en retard et que je devais rendre, et donc j'étais dans un café, un café que j'aimais bien, à ma table favorite, et il y a une jeune femme qui rentre dans ce café et qui s'approche de la table, c'était aussi sa table favorite, et donc je lui propose de partager la table, et évidemment au bout de 5 minutes, je laisse ma disserte de côté, et on a passé la journée ensemble, et on ne s'est plus quitté. Et flash forward quelques semaines plus tard, je suis avec mon frère, qui est le compositeur de la musique du film, qui a composé la musique. Tout ça est une affaire de famille, et on discute de nos vies sentimentales, on échange, et je lui dis que j'ai rencontré quelqu'un, cette jeune femme, et lui me dit qu'il a rencontré quelqu'un aussi, et au bout d'1 ou 2 minutes de conversation, on se rend compte qu'elles sont sœurs. Voilà, c'est comme ça que le hasard est rentré dans ma vie, a vraiment frappé un grand coup, et je vis toujours aujourd'hui avec la jeune femme du café. On a 3 enfants, c'est la scénariste du film, on l'a écrit ensemble, et mon frère vit toujours avec sa sœur. Voilà. Et vous, Lou, est-ce que vous avez un peu de hasard dans votre vie? Moi, je suis célibataire. Mais au-delà de ça. Bah, bien sûr, on a toujours du hasard dans nos vies. Après, j'ai pas une histoire comme à Olivier, mais ça fait partie intégrante de la vie de chacun. C'est là où je pense que ce film a une portée qui peut à tous nous raconter quelque chose de notre propre existence, même si on n'a pas exactement la trajectoire d'une Julia ou les trajectoires d'une Julia. Mais c'est en ça qu'il est large. Durant tout le film, c'est la même Julia, enfin, comment est-ce que ça se, comment est-ce Oui. que, comment est-ce que vous avez abordé ça? Vous êtes toujours vous-même d'abord en jouant le rôle, mais après. Oui. Déjà, désolée, parce que je trouve ça toujours très sec d'entendre des gens parler comme ça, juste après avoir vu un film. Donc, désolée si la transition est un peu... On peut faire un temps de silence aussi. Mais non, je sais pas, mais voilà. C'est vrai. Et sinon, pour aborder Julia, oui, c'était une même personne, mais qui a ce que nous, on s'imagine dans nos vies, où on se dit, ah, et si j'avais pas fait ça ce jour-là, ou et si j'avais fait ça, et on se met à imaginer ce qui aurait pu se passer dans nos vies. Et là, Olivier et Camille se sont amusés à inventer réellement quelles auraient été 4 existences d'une même personne, en fonction des gens qu'elle rencontre, des décisions qu'elle prend ou qu'elle ne prend pas, des livres qu'elle fait tomber ou qu'elle fait pas tomber. Mais c'est une même personne, et c'est là aussi où je trouve ça assez beau de se dire qu'à partir de la même essence, à partir de ce qu'on est nous, en fonction de ce qui va nous entourer, on va plus ou moins développer des traits de notre personnalité et donc s'épanouir plus ou moins à des niveaux différents de nos vies. Oui, donc en fait, c'est pas un multivers à la Marvel, c'est pas une. Vous êtes On peut aussi se dire que c'est des réalités parallèles. Hein. Si ça se trouve, là, moi j'ai une autre moi qui est en train de vivre une autre vie. Mais on se le pose tous, je pense que c'est vraiment une. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viendraient à l'esprit après avoir vu ça, après l'émotion? Déjà, merci pour le film, que je trouve vraiment, que j'ai beaucoup aimé. Je vais être mon franc, j'étais venu sans avoir trop d'attentes pour venir avec ma compagne, et au final, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié.
Et une question que je me pose quand on écrit ce type de film, où justement on se rapproche un peu d'un multiverse, est-ce que vous l'avez écrit en vous disant c'est 4 histoires complètement différentes, avec 2-3 points qui vont être communs, donc la maladie par exemple de la mère qui permet de recentrer l'histoire sur le même point, ou est-ce que vraiment vous gardez tout le long en tête qu'il faut que ça se rattrape, est-ce que vous les écrivez vraiment en parallèle chacune, en vous disant c'est la même histoire, juste racontée juste différemment? Non, ce qu'on s'est dit, c'est effectivement que, comme vient de le dire Lou, c'est un seul et même personnage. Et dans l'écriture, on aurait pu écrire une première trajectoire, puis une deuxième, et chercher à quel moment elles peuvent se rencontrer. Mais en fait, on les a écrites de façon complètement linéaire et chronologique. C'est-à-dire, on part de la jeune fille Julia à 17 ans, et on se dit, voilà, il y a ce premier événement où son histoire intime à elle se croise la grande histoire qui est la chute du mur de Berlin, et qu'est-ce que ça produit en elle. Et puis ensuite, on établit les codes de cette double narration, puis on passe à une troisième vie, puis encore un autre embranchement, etc. Mais on les a écrits de manière linéaire parce que pour nous, les avatars, les différentes vies de Julia se nourrissaient l'une l'autre. Alors il y a forcément un moment dans l'écriture où on s'est dit, bon alors attends, cette vie-là, est-ce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose? Est-ce que c'est inabouti? Comment est-ce qu'on pourrait l'enrichir? Mais c'était vraiment comment elles se répondaient en miroir ou en creux les unes par rapport aux autres. Et pour rendre ça intelligible au début, la façon dont on l'a présenté au producteur, alors que d'habitude on écrit quelques pages d'un synopsis, 5-10 pages pour raconter une histoire qu'on envoie à un producteur, ou un traitement, un document un peu plus long. Là, c'était un tableur Excel. Avec en abscisse les 4 Julia, il y en avait même 5 à l'époque, et puis en ordonnée le temps qui passe, et puis les différentes transitions, et comment on passait d'une vie à l'autre. Plus tard, ça a été, au moment de l'écriture du scénario, ça a été un code couleur pour pouvoir s'y retrouver, vis-à-vis des financiers, vis-à-vis de l'équipe. On pouvait dire, ben voilà, là c'est la Julia rouge, là c'est la Julia verte, là c'est la Julia bleue. Et hasard, il y a plein de moments de petites mises en abîme où on se dit, parce qu'il y a tellement de choses trappes quand on essaye de monter un projet, et donc il y a tellement à chaque marche on se dit, est-ce que celle-là elle est savonnée ou pas, et même dans l'élaboration de la fabrication du film, il y a eu des moments comme ce moment où on s'est retrouvé avec des financiers qui se sont retrouvés à financer le film, et on leur avait envoyé le scénario avec ce code couleur, ce fameux code couleur, et puis on s'est aperçu plus tard dans la conversation que ça avait été imprimé par un stagiaire, probablement, en noir et blanc. J'ai rien contre les stagiaires, hein, mais celui-là particulièrement. Et voilà, et le hasard, et ça aurait pu très bien, ils auraient pu passer à côté, ne pas comprendre, trouver ça confus, parce que ça aidait vraiment à la lecture. Mais à l'inverse, comme ils nous ont dit non, on a tout compris, c'est fluide, il n'y a pas de problème, on s'est dit ok, partie gagnée à ce stade, et on n'est pas complètement fou. Ou en tout cas, il y en a d'autres qui veulent bien s'embarquer avec nous, des fous. En tout cas, merci. Pour la partie intelligibilité, en effet, à chaque fois, en 10-15 secondes, on arrive à retrouver un petit peu où est-ce qu'on était. Là-dessus, c'est Merci. Pas de souci de ce côté. Mais c'était très important pour nous, à l'écriture, puis ensuite dans la réalisation, le montage, à toutes les étapes de la conception, de se dire que oui, il y a un côté très ludique, à se dire et si, et si, et si, et à faire en sorte que ces vies se croisent et s'entrecroisent. Et pour répondre aussi à votre question, dans la vie de Julia, il y a des invariants, c'est-à-dire que la maladie de sa mère, par exemple, c'est quelque chose qui ne dépend pas d'elle, ou des décisions, ou des hasards de la vie. Sa mère va avoir un cancer, et elle le vivra simplement de manière différente en fonction des situations professionnelles, affectives dans lesquelles elle se trouve. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'étais parti sur quoi ? J'étais parti sur... Oui, voilà, sur le fait que le côté ludique et donc l'exercice de style que ça représentait devait toujours s'effacer et se mettre au service de l'émotion. Ce qu'on voulait faire avant tout, c'était un film d'émotion. Et ça réussit. Question là-haut, donc...
Bonsoir, écoutez, c'est très étonnant parce que j'ai vu la dame à côté que je ne connaissais pas à la queue, quand on a fait la queue. Oui, pardon, on va faire ça aussi. J'étais jamais venue à avec mon mari, on n'est jamais venu à une avant-première. J'ai dit, oh non, c'est pas pour moi, ça, j'aime pas ce que vous avez dit, j'aime pas qu'on vienne m'expliquer un film. Vraiment, j'ai été extrêmement touchée. Et en fait, dans les constantes, je suis maman, je dois avoir une jeune fille de votre âge, et vraiment ce qui m'a touchée, c'est que la constante, c'est vraiment la maternité et le lien très fort, quelles que soient les vies, entre la mère et la fille. Et tout ça, pour ça, juste pour ça, vraiment. Et vous êtes vraiment délicieuse. Voilà, c'est vraiment, c'est du bonheur. Je vais rentrer, ma fille est sage-femme, et je lui dirai d'aller voir ce film, parce que vraiment, c'est beau pour la vie. Merci. Merci à vous. Merci. C'est vrai, là, moi je vous rejoins, c'est que ce film, les films ils ressemblent toujours à leur réalisateur. Et Olivier, c'est quelqu'un de très sain, humainement. Je sais pas, je connais pas sa vie vraiment dans tous les détails, dans tous les plis, mais où tu t'es construit sur une base, je pense, d'amour et de stabilité. Et donc il y a dans ce film quelque chose qui est très sain et qui transmet un message comme ça, qui fait du bien, dont on a aussi besoin, je trouve. Merci. Non mais c'est vrai que le lien entre cette mère et cette fille est indéfectible, de la même manière que c'était aussi très important pour nous que quelle que soit la relation, le tour que prenne la relation entre le père et la fille, qui évolue au fil du film, l'amour que se portaient ces deux personnages de père et de mère soit indépendant de la relation qu'ils pouvaient entretenir avec leur fille. Et que c'était un couple pour nous qui était extrêmement soudé, solide, et que voilà, que seule la mort pouvait les séparer. Allez-y, jeune fille. Bonjour. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous faites vraiment du piano? Est-ce qu'à un moment dans le film, tu as vu en même temps ma tête et mes mains? Non. À aucun moment, parce que je ne sais pas jouer du piano. C'est là où c'est du cinéma. Et moi, au départ, j'étais d'ailleurs très angoissée. J'avais envie d'apprendre à jouer les morceaux avant de réaliser qu'on ne joue pas du Brahms et du Rachmaninoff en 2 mois. Et que très vite, Olivier m'a dit, mais ne t'inquiète pas, pour moi, ça doit être juste quelque chose, un vecteur d'émotion, mais à aucun moment j'ai besoin que ce soit une performance d'une actrice qui joue du piano. Je n'étais pas d'accord au départ. Et puis j'ai fini par être d'accord, j'étais obligée. Mais non, moi j'ai fait de l'expression corporelle au-dessus d'un piano, et il y avait une pianiste très douée qui était là pour parfois se mettre en face de moi et me montrer comment elle vivait les morceaux. Et je faisais du mimétisme. Mon métier, c'est de tricher sur la forme, mais pas sur le fond. Et c'était très beau sur le plateau à voir ce jeu de miroir entre vous. Il y avait aussi le frère d'ailleurs d'Olivier qui a fait la musique du film, qui a des moments pris de panique parce qu'ils avaient décidé de faire un morceau vraiment au dernier moment parfois. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de travailler certaines choses. Donc je lui disais, prends-moi les bras, cache-toi derrière moi et fais-moi jouer. Et je me laisse faire comme une poupée, et moi, juste je me laisse aller à ce que me provoque le morceau et à ce que j'ai vu de cette pianiste aussi, de sa manière à elle de bouger et de ressentir la musique. Mais non, donc d'ailleurs désolée, je ne sais pas, ceux qui sont réellement pianistes, j'espère que vous serez indulgents. Allez-y, madame. Eh bien, moi, je voulais aussi vous dire merci pour ce film, parce que j'étais très pris dans ce tourbillon. Et j'ai une question précise. Pourquoi vous avez commencé cette histoire précisément avec la chute du mur de Berlin? D'abord, merci. Bonsoir. Parce que quand on fait un film, on parle forcément un peu de soi, même de manière détournée. Et c'était très important dans les et si, d'inscrire l'intimité du personnage, ce que je disais tout à l'heure, dans la grande histoire. Et la chute du mur de Berlin,
quand on en retrace l'histoire, on pourrait se dire que, bon, il y a un déterminisme historique qui fait que ça aurait dû arriver tôt ou tard de toute façon, mais moi je ne suis pas historien, j'en sais rien. Mais pourquoi c'est arrivé précisément à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas un petit hasard qui... et si, en fait, il y a aussi une succession de hasards qui fait que c'est arrivé, non pas une semaine avant, une semaine après, mais précisément à ce moment-là. Et quand on retraçait avec Camille, la scénariste, les moments historiques où on pouvait faire coïncider le destin et l'intimité de notre personnage et son histoire avec la grande histoire, il y avait un moment de notre vécu de pré-ado qui avait été très très fort et dont on se disait que vraiment, universellement, ça avait été une fête, ça avait été une libération, ça avait été un grand moment d'espoir, follement joyeux, et que il y avait quelque chose comme ça aussi pour le personnage, c'est-à-dire qu'il y a ce mur qui tombe, il y a ce mur qui tombe en elle, elle échappe au destin qui lui a été prévu par son père, elle s'émancipe, elle se libère, en même temps que ce peuple qui se libère, et puis elle suit, elle invente une autre destinée. Il y avait aussi cette image très forte de Rostropovitch jouant du violoncelle au pied du mur, et c'est Julia jouant du piano au pied du mur, c'est un clin d'œil. Mais là où l'histoire continue à nous rattraper, c'est que la pianiste que Lou vient de mentionner, Natacha Kudrytskaya, qu'on a eu la chance d'avoir, non seulement pour enregistrer la musique, mais aussi pour être la doublure en main de Julia. Pour jouer dans le film. Elle est Oui, dans le film, absolument. on la voit. Vas-y. Elle joue la pianiste dont je m'occupe. Voilà, la femme brune aux cheveux courts. Et c'est une pianiste française d'origine ukrainienne. Et en 2014, au moment des événements de Maïdan, de la révolution en Ukraine, elle m'a raconté, après coup, qu'il y avait des pianos dans la rue et qu'elle-même a joué du piano pendant la révolution. C'est-à-dire que la réalité rattrapait l'histoire qu'on avait voulu raconter. Voilà, je trouvais ça assez incroyable. Question ici. Bonsoir. Bon, j'ai été très émue par ce film, évidemment. Je voulais savoir si dans les avatars que vous avez écrits, une Julia était censée être plus heureuse que les autres. Plus accomplie, plus épanouie. Voilà. C'est une question très importante dans le film. C'est quoi une vie réussie? C'est quoi l'accomplissement de soi? Est-ce que c'est devenir une grande star, une concertiste de dimension internationale? Est-ce que c'est mener un bonheur tranquille, comme celle qui part vivre sa vie à Berlin, et qui finit par boucler la boucle des années plus tard, après s'être brouillée avec son père? Est-ce que c'est avoir rêvé à devenir une grande pianiste et puis finalement avoir eu cet accident qui lui ôte l'usage de ses mains, qui fait qu'elle ne peut plus avoir d'enfants et où elle se dit je vais terminer seule, sans famille, et voilà, une tragédie, un truc de contingence vraiment, comme il peut nous en arriver à tous en fait, quelque chose le ciel qui nous tombe sur la tête tout d'un coup. Alors, je crois que moi, je crois que maintenant, c'est aux gens qui voient le film de répondre à cette question. Je crois que c'est à vous de répondre à cette question. Je crois que c'est une question qu'on peut tous se poser. Qu'est-ce qu'on attend de la vie et à titre personnel, je dirais que la raison pour laquelle on termine sur cette vie-là, si c'est celle-là qu'on mène au bout, c'est parce que peut-être c'est celle qui la scénariste a moins nous parlait le plus, et aussi parce que c'était une façon de dire la vie peut vous envoyer pas mal de pots de banane, et puis au final, elle n'est pas devenue une grande concertiste, mais elle a transmis sa passion, elle a sauvé des gamins, et à la fin, tous ces gens lui rendent hommage, et donc elle est très entourée. Elle pensait être seule, ne jamais pouvoir avoir d'enfants, ne jamais créer de famille. Finalement, elle s'est créée une famille de substitution, et donc on ne sait jamais ce que la vie nous réserve.
Donc voilà, il y avait cette note d'espoir aussi qui était très importante pour nous à la fin. Merci. J'en profite. Est-ce qu'il y a eu un casting pour le film ou vous, Olivier, souhaitiez vraiment avoir Lou comme actrice principale et les autres d'ailleurs peut-être? Non, ça a été une évidence dès le début. Je connaissais évidemment le travail de Lou, mais au moment où on écrivait le scénario, on ne pensait pas à quelqu'un en particulier. Écrire pour un acteur ou une actrice, je crois que c'est un exercice particulier. Et là, il fallait avant tout que l'histoire se tienne, que les personnages se tiennent et donnent envie et soient puissants. Et puis ensuite, ce qu'on espère, c'est que, comme avec un chef d'écho ou avec un directeur de la photo qui va prendre votre vision et puis qui va l'emmener encore au-delà de ce que vous imaginiez, il y a tout d'un coup quelqu'un qui va s'emparer de ce personnage de papier et qui va l'incarner, qui va le devenir et qui va le sublimer. Et le nom de Lou a été prononcé pour la première fois par un des producteurs, Stéphane Sellerier, et ça a été une évidence pour tout le monde à ce moment-là, pour les autres producteurs, pour moi, pour la scénariste. Et donc il n'a jamais été question que ce soit quelqu'un d'autre. Et à chaque jour de tournage, au fur et à mesure que Lou était le personnage, j'ai vraiment béni qu'elle ait accepté, qu'elle ait dit oui. Tous les acteurs ont dit oui tout de suite sur ce film. Il n'y a pas eu de casting, non, c'est vrai. Et ça fait un peu conte de fées, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Tous les acteurs et les actrices avec lesquels on rêvait de travailler, qu'on rêvait de voir incarner ces personnages, on dit oui. Donc, on a quand même un réalisateur césarisé 2015, meilleur court-métrage, donc on peut aussi se penser que voilà, on ne se lance pas. C'est vrai, vous aviez un track record assez peu de longs métrages à votre actif puisque c'est le premier, mais malgré tout vous aviez été quand même reconnu par le métier comme tenant le bon bout quoi, sur cette capacité-là. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, j'allais dire, puis il y a aussi une chose où tous les acteurs à qui proposait de jouer dans le film, parce que moi je connaissais Isabelle Carré donc me connaissait, il connaissait Grégory Gadebois, mais après tous les autres on se connaissait pas forcément, mais on avait très envie de travailler avec les uns avec les autres. C'est comme si aussi ils réunissaient, sans le savoir réellement, mais une équipe de gens qui s'attiraient. Donc plus on arrivait sur le projet, plus aussi quand on pouvait avoir des doutes, on se disait « Oh mais quand même, j'ai vachement envie de travailler avec tous ces gens ». Et ça a créé aussi une dynamique. Parce que c'était très important pour un film comme celui-là de travailler non seulement avec des acteurs et des actrices que moi j'admirais profondément et avec lesquels j'avais envie de travailler depuis longtemps, mais on réfléchit aussi à comment ça va se passer. Quelle est l'alchimie qui va pouvoir naître entre eux. Parce qu'un tournage, c'est quand même un regroupement d'êtres humains passionnés qui veulent faire au mieux. Pendant Donc un temps ça peut très être court. épuisant si on est avec des gens qui ne nous ressemblent pas du tout. C'est un condensé d'humanité. Mais qu'est-ce que vous entendez par condensé d'humanité? C'est-à-dire qu'on se... C'est-à-dire Très intense. Ouais. Oui, mais intense comment? C'est-à-dire que c'est oui, parce que je sais pas, face à C'est-à-dire l'adversité. qu'il n'y a pas le temps, déjà. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, on n'a pas le temps de s'asseoir, de parler pendant des heures, de se rencontrer, de se dire « Ah, tu penses comme ça, attends, je vais te rassurer, ton petit ego et ta petite personne. » Non, ça n'existe pas, ce temps-là. Donc, soit ça crée des conflits, soit on est des gens qui avons une même façon de communiquer, de ressentir. Donc, il n'y a pas de conflit. Et donc, c'est aussi hyper important, l'équipe humaine qui est constituée, pour que le moment soit joyeux, parce que faire un beau film, c'est merveilleux, mais faire un film avec des gens qu'on a aimés et avec des gens avec qui le travail nous a enrichis, moi, personnellement, c'est ça qui m'importe le plus quand je fais un film. C'est de ressortir en me disant « Je suis heureuse d'avoir rencontré tous ces gens ». Et le résultat, si c'est un beau film, tant mieux, c'est merveilleux. Mais si c'est un petit peu raté, eh ben, du coup, je m'en fous. Vous avez bien raison.
dans la prolongation de ce que vous venez de dire, c'est d'autant plus facile en additionnant autant de talents dans un même film. Parce que c'est très rare quand on a à la fois des gens comme vous, mais en plus des Podalives, des Carrés, des gars de bois. Je ne serai jamais intéressable sur la qualité de travail de Grégory Gadebois. En tout cas. À juste titre. Ouais, à juste titre. C'est toujours un plaisir de le voir. Non, je voulais juste ajouter une petite chose par rapport au fond du film. Il y a juste une petite scène qui, à mon avis, est une clé aussi à ne pas rater. C'est la scène où Madeleine dit ne pas perdre le temps d'être heureux. Parce que les hasards arrivent, mais il faut aussi savoir les saisir. Et cette petite scène qui est très courte, pour moi, est une clé importante dans le film aussi. Oui, absolument. Oui. Le hasard, ça se prépare. Ça se calme. S'il n'y a plus de questions, et je pense qu'il y en aurait, et on pourrait, mais je vois que certaines personnes pensent à dire, mais ensuite, moi, je ne veux pas couper la conversation. Mais c'est vrai que demain, il y a encore école, je crois. Oui, c'est ça. Donc, nous allons procéder aux remises d'usage. Ah, il y a encore une dernière question, pardon. Mais attendez. Non, ça va être rapide. Bonsoir, bravo, tout ça. Je voulais savoir si ça existe une thèse très mathématique comme ça sur le hasard, si vous avez pris un truc qui existe. Non, il n'y a pas de thèse. Enfin, si, non, il y en a sûrement, mais en tout cas, on s'en est pas inspiré. Non, par contre, il y a quelque chose avec le personnage de Paul, interprété par Raphaël Persona, qui fait de la physique statistique. Et c'est pas complètement un hasard, c'est un garçon qui bosse sur la théorie du chaos. Donc sur les histoires de déterminisme et pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Est-ce qu'elles arrivent parce qu'elles devaient arriver, ou est-ce qu'il y a du sens dans le chaos qui nous entoure? Voilà. Est-ce que le hasard peut être, comme il l'a dit lui-même, déterminé par des lois mathématiques? Et ce personnage est inspiré d'une foultitude de personnages qui, dans les années 90, c'est-à-dire au moment où la rencontre se fait, étaient des purs matheux, des forts en thème, et puis qui se sont fait contacter, comme il l'est, par de la finance, qui cherchait à développer de nouveaux produits, à développer de nouvelles techniques, et qui se disait, dans les travaux de ces gens-là, il y a des trucs à aller pêcher. Et donc il y en a qui ont été débauchés, que ça a intéressé pour le défi, pour l'argent, et d'autres qui sont restés des purs esprits intéressés par la recherche fondamentale. Et il y a vraiment il y a ce miroir-là que lui représente. Et donc certains de ces gens-là aujourd'hui dirigent des fonds d'investissement de dizaines ou de centaines de milliards de dollars, et d'autres qui sont profs au CNRS ou à la fac, enfin qui sont chercheurs au CNRS ou profs de fac. Voilà. Mais là aussi, sur ce personnage-là, c'était important qu'il y ait quelqu'un qui incarne cette idée du hasard dans sa quête. Comme il le dit lors du dîner, ce qui le fascine, c'est la quête de la prédiction. Est-ce que c'est possible de prédire tout ce qui se passe dans le film? Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Et juste une dernière chose, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que comme c'est un premier film, ça reste un petit film, ça reste pas évident de faire du cinéma et de commencer dans le cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler en espérant que le bouche à oreille puisse créer un mouvement. Merci. Alors on termine juste parce qu'on a quand même des partenaires, donc comme elle est très, donc voilà, un bouquet de fleurs pour vous. C'est bien, ça change, mais oui, vous êtes très moderne. Petite blague de dernière minute, vous voulez. Et puis surtout, on a un partenaire chocolatier, l'éternel, c'est Sébastien Papillon, qui n'est pas parmi nous ce soir, qui aurait adoré vous remettre ces deux petits colis, voilà, de chocolat locaux. Alors je ne sais pas si les fèves ont été cultivées à Orléans, sûrement pas, mais en tout cas le chocolat est fait ici. Et nous sommes ravis de vous les remettre. Voilà. Merci beaucoup. C'était tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.